Bonjour, alors, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, à l'école des mines, on a effectivement mis en place Omeka en 2013, à partir de 2013. Alors en fait, donc voilà, si vous avez été voir le site, c'est patrimoine-mineparitech.fr. Voilà, donc en fait, je ne vais pas vous présenter ça tout de suite, je vais vous présenter en fait la façon dont on a fait pour valoriser le patrimoine numérisé à l'école et pourquoi on a choisi Omeka et comment on l'a mis en place. Alors en fait, l'école des mines, c'est une institution où il y a 700 étudiants et 300 enseignants-chercheurs. C'est une école où il y a beaucoup de laboratoires, il y a un musée, il y a une bibliothèque. Ils ont chacun une grande liberté. Donc la bibliothèque, elle a un patrimoine important. Elle a été constituée depuis les confiscations révolutionnaires et puis il y a de nombreux legs au 19e, etc. Et on a un fonds important du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, et un fonds de cartographie géologique et de nombreuses archives. Alors en fait, les numérisations, on les réalise au fur et à mesure des années, en fonction des budgets. Compte tenu de l'importance des coûts de la documentation électronique, les budgets de la bibliothèque diminuent souvent. Donc en fait, on fait les numérisations souvent avec les queues de budget et par le biais de cofinancement. Et par ailleurs, il n'y a pas de laboratoire au sein de l'école des mines qui s'intéresse aux fonds anciens. Donc en fait, c'est par rapport à des projets externes qu'on va orienter les numérisations. Par exemple, il y a des projets en Angleterre ou à Strasbourg qui sont intéressés par nos fonds pour faire de l'histoire des sciences ou de l'histoire économique. Donc c'est pour eux qu'on va faire nos numérisations en fait. Donc en fait, on a commencé à numériser les fonds à partir de 2000. Et on a commencé par une revue statistique industrielle. Et ensuite, on a numérisé des cartes géologiques des années du milieu du 19e siècle. Et aujourd'hui, on numérise plutôt des manuscrits, c'est-à-dire en fait les mémoires et les journaux de voyage des élèves qui apportent une connaissance objective sur la réalité du 19e siècle. L'intérêt de se consacrer aux manuscrits aujourd'hui, c'est qu'on est certain qu'ils ne sont pas numérisés par ailleurs. C'est le problème de numérisation des imprimés. Des fois, ils sont numérisés par ailleurs, ça ne sert à rien de les renumériser. Donc la présentation, je vais vous faire une présentation en 3 points. Donc on avait d'abord fait une première bibliothèque numérique à partir de 2001. À partir de 2001, donc je vais vous présenter comment elle a été faite. Ensuite, je vais vous présenter pourquoi on a choisi Omeka et enfin comment on l'a mis en place. Alors concernant la bibliothèque numérique, elle a été mise en place en 2001. Alors les documents étaient disponibles à l'époque sur de simples pages HTML avec des liens vers des PDF. Donc en fait, le site il n'existe plus à l'école des mines, mais il est archivé sur Internet Archive. Donc Internet Archive, c'est très pratique parce que ça moissonne les pages de n'importe quel site à intervalles réguliers. Ça propose une interface intuitive pour retrouver tous les anciens sites. Et c'est fait gratuitement puisque c'est une fondation américaine qui paye. Donc dans l'ancien site, donc ça c'était en 2001. Enfin en 2000, on avait déjà un premier site à l'école des mines de bibliothèque numérique, donc c'était encore très, très léger, donc c'était très, très épuré, effectivement. Donc on avait un premier document qui avait été numérisé en 2000, c'était dans le cadre d'un projet étudiant, donc il avait numérisé ce document-là, et donc ça donnait une page intéressante, ça donnait donc une présentation avec quelques documents, mais c'était pas vraiment, c'était assez succinct quand même. Et en fait, le vrai démarrage de la bibliothèque numérique a commencé à l'été 2001, où la bibliothèque a fait une partie de son site où elle a vraiment développé en interne une page Internet, une page web HTML comme on faisait à l'époque, en présentant tous les ouvrages qui avaient été déjà numérisés à l'époque. Donc quelques ouvrages remarquables avec les périodiques, les annales et puis les statistiques industrielles de la France. Et puis il y avait des bases informatiques également. Donc en fait, les statistiques, donc il y avait les statistiques de l'industrie minérale, c'était un document qui était très demandé à l'époque, et on les avait numérisés donc, rapidement, étant donné qu'en fait c'était des documents importants puisqu'ils permettent d'établir des séries longues, c'est des séries longues qui sont très importantes en histoire économique ou en économie d'une façon générale. En 2002, on a commencé il y a eu un sous-domaine qui a été choisi, donc ça s'appelait fondsancien.nsmp.fr. Et donc ça signifie que la bibliothèque a choisi de s'auto-héberger, d'investir dans un serveur en interne, et c'était un vrai investissement à l'époque, donc c'était un vrai choix
de développer les politiques, de développer la numérisation à l'école. Ensuite, là, il y a eu un partenariat avec le CNRS qui a permis la numérisation des cartes géologiques, des grandes cartes géologiques de France du 19e siècle. Donc, alors ça, en fait, elles n'ont pas été mises en ligne parce qu'elles étaient, donc là, si vous voulez, la cartothèque est non accessible parce qu'en fait, les images étaient très grosses et à l'époque, on ne pouvait pas les mettre en fait. Et on a également numérisé des fonds anciens, des beaux documents dont on avait, parce que comme on a vraiment beaucoup de beaux livres, on avait numérisé des fonds, là, notamment l'histoire naturelle de Gauthier d'Agouti. Et là, il y avait un script de quelques dizaines de lignes qui avait été rédigé et qui permettait de créer des pages automatiquement à partir des fichiers images. Donc on pouvait naviguer dans l'ensemble du document, du livre, directement sur Internet. Donc ça, c'était la première version dynamique de la bibliothèque numérique, en fait. Ensuite, il y a eu une première exposition qui a été faite, qui a été mise en ligne à partir de 2002, en 2002. Enfin, donc sur Internet Archive, là je suis sur Internet Archive, en fait, donc des fois il ne moissonne pas les images, mais forcément à l'époque ça y était. Donc c'était une exposition sur un déménagement de l'école des mines en Savoie entre 1802 et 1816. Voilà. Et puis donc en novembre 2014, la bibliothèque où j'en suis là. En novembre 2004, la bibliothèque a changé de site en interne. Mais en fait, le fonds ancien a gardé son propre site jusqu'en 2012. Et à partir de 2011, les pages du fonds ancien ont été récupérées sur les pages du site du portail de la bibliothèque, en fait. Donc le serveur a été abandonné et on a récupéré toutes les pages HTML sur le site de la bibliothèque. Donc elles ne sont pas sauvegardées sur le site de Internet Archive, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc en 2012, donc de 2004 à 2012, le serveur c'était un serveur, enfin c'était un site qui avait été fait en interne. Et à partir de 2012, donc le fait d'abandonner le serveur ancien et de passer sur le portail de la bibliothèque, ça a fait qu'il y a certaines pages qui ont été perdues, notamment le script, il ne pouvait plus fonctionner sur le nouveau serveur. Donc en fait, on avait perdu les visionneuses page par page sur les livres. Donc il y avait eu certaines régressions. Et donc en 2012, il y a eu une réflexion qui s'est engagée qui a abouti au site actuel, qui a été ouvert à la fin 2013 officieusement et début 2014 officiellement. Donc là, sur Internet Archive, on a la page de 2014 et on avait fait une annonce en juillet 2014. Voilà, et donc c'était avec un nouveau sous-domaine qui s'appelle Patrimoine Mine Paritech. Donc en fait, je vous raconte ça, c'est pas totalement sans intérêt, l'histoire n'est pas totalement sans intérêt, c'est que contrairement à ce qui paraît, la bibliothèque numérique, telle que cette première version de la bibliothèque numérique était une solution efficace et adaptée au public. Il ne faut pas oublier que quand on fait de l'histoire, il faut se replacer dans le contexte. Et en fait, si vous avez vu dans l'exposition notamment, ici, en fait, il y avait des avertissements, chacune des pages fait autour de 700 kg. Bah, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas encore la DSL. Les abonnements Internet, c'était 20 € pour 20 heures. On pouvait pas télécharger si on téléchargeait un PDF de 10 mégas ou de 20 mégas, ça prenait 1 heure ou 2, donc on pouvait pas faire mieux en fait. Donc en fait, le choix de la bibliothèque de faire un site épuré avec des pages très, très simples, c'était en fait le meilleur choix de l'époque. C'était adapté aux moyens informatiques de l'époque. Ensuite, le site était également adapté parfaitement au public visé, puisque les chercheurs qui consultaient les documents, ils préféraient télécharger les PDF et les imprimer plutôt que de les lire sur écran. À l'époque aussi, on imprimait les mails, même si ça pourrait être un peu idiot aujourd'hui, mais à l'époque, on imprimait encore les mails. Et puis on évitait de lire les mails sur les écrans cathodiques, c'était assez fatigant. Donc ça correspond. Ce premier site correspond à l'époque, en fait. Donc faut pas, même s'il nous paraît un peu très simple aujourd'hui, mais ça correspond à fait. En fait, le principal problème de la bibliothèque, de cette première bibliothèque, c'est qu'elle était assez isolée. Il n'y avait pas d'échange avec les utilisateurs et il n'y avait pas non plus d'outils documentaires ni d'échange avec Gallica, qui n'existait pas encore. Et par ailleurs, il y avait un autre problème, c'était un problème de maintenance. En fait, il y avait 2 personnes qui s'en occupaient et elles sont toutes les 2 parties. Donc, c'est à partir de là qu'on a choisi de faire une bibliothèque sous Omeka. Donc, c'est le deuxième point que je vais présenter rapidement. Donc voilà le sommaire de ce que je vous racontais. Donc là, je vous ai raconté la première partie, donc l'histoire ancienne. Là, je vais vous présenter pourquoi on a choisi Omeka. Donc, alors en fait,
on avait besoin d'un logiciel de bibliothèque numérique. Et qu'est-ce que c'est une bibliothèque numérique? C'est un outil, enfin, un logiciel de bibliothèque numérique, c'est un outil qui permet de diffuser des documents numériques, sachant qu'un document, comme disent les documentalistes, c'est un objet et une notice. Un document, c'est un objet et une notice. Donc dès que vous avez un objet et une notice, vous avez un document. Et en fait, tous les logiciels qui permettent de gérer des documents peuvent constituer une bibliothèque, peuvent permettre de créer une bibliothèque numérique. Alors en fait, les logiciels qui permettent de créer des bibliothèques numériques, si on raisonne dans ce sens-là, ils sont assez nombreux. Donc il y a d'une part les logiciels généralistes et il y a des logiciels spécialisés. S'agissant des... Enfin, on avait réfléchi comme ça, après je vais vous expliquer. Donc les logiciels généralistes, quand on parle de gestion de documents, il y a ce qu'on appelle les logiciels de gestion électronique de documents. C'est ce qu'on a souvent dans certains établissements, on appelle ça la GED. Donc les documents qu'on y met, ce sont plutôt des documents bureautiques, mais en fait, rien n'empêche d'y mettre des fichiers numérisés, d'ajouter des visionneuses, et ensuite d'ouvrir cet outil sur le web, et après on aura une bibliothèque numérique avec des documents en fait. Enfin, c'est un peu trop éloigné des besoins, mais c'est pour montrer que les logiciels qui gèrent les documents sont vraiment très nombreux. D'autre part, il y a tous les logiciels qui permettent de créer des sites web. Des sites web peuvent être également utilisés pour créer une bibliothèque numérique. Les CMS comme WordPress ou Drupal, qui équipent les 2/3 du web, permettent de publier du texte et des fichiers, et en fait, ça correspond à des bibliothèques numériques. En ajoutant les quelques extensions qui vont bien et qui se comptent par milliers sur WordPress ou Drupal, donc il y a toujours tout ce qu'on veut. D'ailleurs, si on regarde un site de commerce, n'importe lequel, on trouvera toujours des listes de produits, des pages avec quelques images, une visionneuse avec la notice, le prix. Donc en fait, si vous regardez un site de commerce et un site une bibliothèque numérique, il n'y a pas de différence conceptuelle entre les deux. En fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre un supermarché en ligne et une bibliothèque numérique si on réfléchit un peu. Et d'ailleurs, il y a une distribution spécialisée de Drupal qui s'appelle Islandora, qui est soutenue par une fondation canadienne en fait, et qui contient plusieurs plugins et qui permet de créer une bibliothèque numérique sous Drupal. Et pour sa part, il y avait l'université de Grenoble aussi, avait développé une bibliothèque numérique sous WordPress. Donc ça a été fait, il y a des gens qui l'ont fait. Ce n'est pas forcément des idées idiotes de prendre un CMS généraliste. En fait, l'avantage des CMS généralistes, c'est que les prestataires sont nombreux, qu'il y a un très grand nombre d'extensions, donc il y a forcément celles dont on a besoin. Mais le problème de ces solutions généralistes, c'est qu'elles ne sont pas spécialisées, forcément, et qu'elles vont devoir donc avoir tendance à être plus complexes à utiliser. Donc on a quand même préféré choisir un logiciel spécialisé. Donc en fait, les logiciels spécialisés, ils sont de 3 types. Il y a d'abord les logiciels de catalogue de bibliothèque. Donc dans les logiciels de bibliothèque, ils sont très pratiques parce qu'ils savent gérer des notices, ils savent gérer des documents, ils respectent les standards, ils permettent de joindre des fichiers. Et en ajoutant une visionneuse, on a une bibliothèque numérique forcément. Donc à l'école des mines, on a Koha, qui est un outil libre. Mais en 2013, il n'acceptait pas tellement les extensions, il était un peu compliqué à intégrer une visionneuse en 2013. Et donc, par ailleurs, le fonds ancien était géré de manière différente. Et donc, on a préféré pas choisir cette solution-là. Par ailleurs, il y a d'autres logiciels spécialisés qu'on appelle spécifiquement bibliothèques numériques. Ce sont par exemple les logiciels comme DSpace, ePrints, OriOI, Invenio ou même HAL. En France, on appelle plutôt ces logiciels des archives institutionnelles. Et il y a donc parfois confusion entre les bibliothèques numériques et les archives institutionnelles. Mais quoi qu'il en soit, si on prend ce genre de logiciel, en général, il y a toujours des visionneuses qu'on peut adjoindre et qui vont permettre d'afficher les fichiers. Et même si on va sur HAL, il y a un sous-site qui s'appelle Medial qui correspond exactement à une bibliothèque numérique. Donc, on n'a pas pris ces solutions-là non plus parce qu'ils étaient assez surdimensionnés. ePrint, c'était plus léger, mais il était dans un langage un peu moins courant, donc on n'a pas pris. Et quant à Medial, ou même à T-Trust, Internet Archive ou Europeana, on perd le contrôle de ces données, donc on n'a pas choisi cela. Donc en fait, et parmi les CMS qui restaient, il restait Omeka, et voilà, en gros. Il y avait aussi Atom qu'on peut utiliser, mais en fait, il est trop lié à une société commerciale, donc on ne l'a pas choisi non plus. Atom Access to Memory, mais qui n'est pas, qui est très complet aussi, mais qu'on n'a pas choisi. Voilà. Donc on a choisi Omeka non pas seulement après avoir éliminé tous les autres choix, mais aussi pour ses qualités propres. Donc c'est un outil de diffusion, comme l'a dit Walter tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on avait besoin. Il faisait l'OIPMH, et nous, quand on a besoin de diffuser nos documents en OIPMH, parce que la BNF nous le demande,
Il y avait des visionneuses qu'il nous fallait. Ensuite, c'était un logiciel libre, donc on pouvait l'utiliser sans trop investir. Et donc, c'est un logiciel libre et en plus, il est ouvert, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un prestataire unique. La communauté, il y a une vraie communauté. Je ne reviens pas dessus. Et par ailleurs, c'est un SMS extensible, parce qu'il y a des SMS qui sont conçus à l'ancienne, il y a des SMS qui sont conçus de façon moderne, comme Omeka, qui permettent de gérer des contenus et qui séparent clairement les contenus, les fonctionnalités et le design. Donc c'est ce qui permet, et ça c'est vraiment important pour travailler dessus, pour l'adapter aux besoins. Donc voilà, donc ça c'est pour ça qu'on a choisi Omeka. Donc il y a en fait, et par ailleurs il est basé sur le PHP, sur un framework qu'on appelle Zend, et il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée pour travailler sur Omeka. Donc on a choisi de mettre en place la bibliothèque numérique, c'est le dernier point. Alors en fait, donc on a choisi de le réaliser en interne. Alors là, il y a deux positions extrêmes qui sont possibles en quelques secondes. Soit on fait tout réaliser par des prestataires, soit on réalise tout en interne. Alors il y a des prestataires qui font la numérisation et qui disposent d'une solution pour publier les documents. Donc on signe un seul chèque et puis on se débarrasse de tout, on n'a rien à faire. Et à l'inverse, il y a des établissements qui préfèrent conserver toutes les compétences en interne, qui achètent un robot de numérisation, qui scannent, qui installent Omeka, qui font tout chez eux. En fait, ça dépend de chacun selon ses choix, qui varient selon les volumes, la variété, la fragilité des documents et le niveau des métadonnées qu'on souhaite. Donc à l'école des mines, on avait un partenariat avec la BNF, on avait des documents très divers, des cartes, des manuscrits, des périodiques massicotables ou pas. Donc l'achat de matériel ne se justifiait pas. Et puis, donc voilà. Et par ailleurs, Omeka était un outil d'en bas. En revanche, donc on fait appel à des prestataires pour la numérisation, mais pour la diffusion en tant que telle, étant donné qu'Omeka est un outil d'en bas, simple et rapide à mettre en œuvre, on a préféré le faire en interne. Sauf qu'en 2013, la version 2 d'Omeka était à peine sortie. C'est-à-dire qu'elle était sortie fin janvier 2013, et il y avait un gros problème, c'est qu'il était très bien, mais il n'y avait pas de plugin disponible. En fait, il n'y avait pas de visionneuse, il n'y avait pas de WIPMH, il n'y avait pas d'outil d'import, il n'y avait rien en fait. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il faut le prendre ou pas? Donc on a choisi de le prendre et donc de développer tous les plugins en interne. Ça faisait une vingtaine de plugins en interne pour l'interface. Et on a intégré la charte graphique de l'école, etc. Et donc ça c'était un premier point. Et donc le dernier point concerne comment on a fait pour importer les documents. Donc alors là, c'est là aussi, on a passé beaucoup de temps à développer les plugins. On a passé aussi beaucoup de temps à normaliser et à importer les documents. En fait, les documents qu'on avait, ils n'étaient pas normalisés. Enfin, ce n'est pas forcément lié à Omeka, parce que dans Omeka, on peut importer n'importe quoi, donc il aurait pu importer tout, mais on avait préféré normaliser les fichiers avant de les importer. C'était plus les fichiers et les métadonnées avant de les importer. C'était une question de... Donc en fait, on avait des fichiers qui étaient en PDF, d'autres en JPEG, d'autres numérisés en 100 points, d'autres en 300, avec des noms de fichiers numérotés, des noms de fichiers pas très clairs, etc., ou des arborescences variables. Et en fait, cette absence d'homogénéité n'était pas liée à de mauvais choix, mais au fait que les normes, les matériels, les logiciels, les prestataires, les partenaires avaient évolué depuis 2000 jusqu'en 2013, forcément. Et donc, on avait des fichiers numériques très, très variables. Donc, ce travail de renormalisation des fichiers a été assez lourd. Donc voilà. Et on a aussi normalisé les métadonnées, parce que les métadonnées étaient gérées sur un tableur, sur des tableurs, et donc on devait les importer, etc. Donc voilà, il fallait aussi les normaliser par rapport au Dublin Core, puisque la BNF demande du Dublin Core basique, et voilà, donc on a dû normaliser tous les champs, même si dans Omeka on peut créer autant de types de documents, il y a autant de types de fichiers que l'on veut, on préférait quand même, il faut quand même utiliser au maximum le Dublin Core tant qu'on peut. Et par ailleurs, on avait besoin de notices au niveau des fichiers, pas seulement des notices au niveau des documents, puisque quand on fait des numérisations de documents, de livres, on a un fichier pour chaque page, et on a besoin d'identifier chaque page par rapport au document. Donc on avait fait donc les premières numérisations n'avaient pas eu de métadonnées associées. Donc on a fait des outils en interne pour créer des refnum ou des METs à partir des documents qu'on avait et pour faire l'OCR aussi des fichiers. Et actuellement, donc, on finalise un plugin qui rassemble tous ces scripts-là afin d'apporter directement les documents à partir du serveur d'archivage. Donc l'archivage est désormais conçu comme une première étape et non plus comme la dernière. Donc voilà, pour conclure
pour conclure, en fait, ce sur quoi on a passé le plus de temps, c'est la reprise de l'historique, la normalisation des fichiers et des métadonnées, et sur la mise à niveau des plugins. Donc la mise à niveau des plugins, il n'y a plus besoin, il n'y a plus de problème aujourd'hui puisqu'ils sont tous faits. Pour qui on a travaillé, donc on a aussi mis une instance de Piwik qui est l'équivalent libre de Google Analytics, et vous voyez qu'on a une quarantaine de visites par semaine, enfin par jour plutôt. Oui, quarantaine de visites par jour, donc on travaille pour une quarantaine de personnes par jour, c'est pas énorme non plus, mais c'est des chercheurs dont on sait qu'ils sont intéressés, donc c'est l'essentiel. Et voilà, donc au total, Omeka n'est pas un outil qui fait tout, et il s'occupe de la diffusion des documents, la gestion en tant que telle, le traitement, la création de métadonnées, la conservation, l'archivage, ça doit se faire par d'autres logiciels, éventuellement par d'autres services. Et puis un dernier point, c'est que ce qui a changé depuis la bibliothèque numérique de 2002 jusqu'à celle d'aujourd'hui, c'est essentiellement le décor, mais dans les fichiers en tant que tels, les métadonnées, elles n'ont pas forcément beaucoup évolué. Et ça signifie qu'en fait, ce qui est le plus important, quand on abandonnera Omeka dans 20 ou 30 ans, c'est que c'est le document qui restera toujours le même. Donc c'est sur le document, la numérisation, qu'il faut surtout travailler. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je suis assez curieuse de... Vous avez développé pas mal de plugins, notamment parce que la version d'Omeka que vous avez utilisée, elle ne disposait pas de beaucoup de plugins. Et tout à l'heure, tu parlais de la maintenance. Est-ce que c'est un coût qui est très important? Est-ce que là, avec le passage à OmekaS et l'expérience que tu peux avoir de développement de plugins sous Omeka, tu penses que c'est une tâche mince à faire ou au contraire, enfin voilà, je voudrais un petit peu savoir ce que... Depuis la version 2, donc depuis 2013, et on a la version 2.4, il n'y a pas eu d'évolution majeure dans le cœur d'Omeka. Donc en fait, les plugins initiaux, ils fonctionnent pratiquement, il n'y a pas eu de gros changements depuis en fait. Donc ils fonctionnent toujours, mais j'ai ajouté des fonctionnalités dans ces plugins-là, donc effectivement, je les ai toujours fait évoluer. Mais il n'y a pas eu de problème de maintenance en tant que tel. On aurait pu garder les plugins initiaux. Et pour OmekaS, il y a d'autres personnes, il y a PSL qui a repris certains plugins, donc c'est eux qui les ont développés pour la nouvelle version. Donc là, il y a d'autres personnes qui les prennent, je ne vais pas m'en occuper en fait.